j'ai rappelé plusieurs fois dans mes corrigés les distinctions qu'on pouvait faire autour des différentes formes de récit, hein. Récit, c'est le terme cadre, le terme étiquette, hyperonyme, pour utiliser le terme linguistique, dans lequel on va ranger les différentes façons de raconter des histoires. Mais récit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire. L'histoire ne passe pas par une scène des acteurs, et il n'y a pas ce travail de je chante pour chanter mon intériorité comme dans la poésie lyrique. Donc, le récit, ça raconte une histoire. Et euh, ici, tout au long de votre formation secondaire, donc collège et lycée, vous a donné les clés pour bien étudier les différentes formes de récit. En quatrième, vous avez distingué le roman réaliste du roman fantastique. Donc je suppose que vous avez fait du Maupassant, par exemple, vous avez montré que une histoire inventée pouvait très bien s'ancrer dans la réalité, ou au contraire créer un doute sur la réalité, un doute entre surnaturel et réel, qu'on appelait le fantastique. Mais en troisième, vous avez pris un pas supplémentaire. Dans le réalisme, il y a l'histoire que j'invente, ancrée dans la réalité, et l'histoire qui m'est arrivée. C'est le principe d'autobiographie qui est au cœur du programme de troisième. Et vous avez distingué autobiographie euh, de roman réaliste. Puisque cette fois-ci, il y avait un pacte passé avec le lecteur différent. L'histoire que je vous raconte a eu lieu, c'est la mienne. Donc, le récit de voyage, si on devait le placer dans un spectre qui allait de fiction à l'effet de réel, il serait plus davantage du côté de l'autobiographie, puisque le pacte passé avec nous, lecteurs, c'est de dire je suis allé en Orient, je l'ai vu, je rends compte le plus fidèlement possible. Donc, il y a un travail sur la fidélité au réel, raconté, mise en récit. En seconde, dès le travail sur le roman réaliste du XIXe siècle, hein, nous avons lu le Père Goriot Balzac, on s'est rendu compte que même le réalisme était une fiction, était en tout cas une recréation, était une interprétation du réel, puisque la mise en forme du réel est forcément la marque d'une interprétation dessus. Balzac a une idée de comment fonctionne la société française, et c'est ça dont il veut rendre compte dans la comédie humaine. Donc même le réalisme doit, en fait, on ne devrait pas dire du réel à la fiction, puisque la littérature ne se place pas dans ce spectre-là. Elle se place forcément dans quelque chose de fictif, le fait que c'est du papier, et c'est un livre, et pas des êtres de chair. Donc, ici, il devait se placer dans un autre spectre, qui serait de l'effet de réel, une volonté de se dire fidèle à lui, à un éloignement euh, vers, on peut passer par étapes, le fantastique, et carrément ensuite des histoires merveilleuses qu'on a dans le conte, la fantaisie, etc. Donc là-dessus, ça devient intéressant, parce que roman, conte, c'était l'ingénu, c'était les lettres persanes, c'était bien sûr le supplément Voyage de Bougainville qui joue avec nous sur est-ce que c'est fictif, est-ce que ça ne l'est pas, qu'il y a vraiment Bougainville qui a écrit ça. Or, si Bougainville avait vraiment écrit ça, Bougainville, lui, avait fait un véritable voyage, donc récit de voyage, donc un travail sur la réalité flou. Euh, alors qu'au XIXe siècle, voyage en Orient, je vais en Orient. Donc, un pacte assez différent entre romanesque, roman, qui se donne presque comme tel ou qui joue avec nous, mais de façon à ce que ça soit clair. À partir du moment où les personnages s'appellent A et B, qu'il n'y a pas de volonté non plus de nous tromper plus que ça, on comprend bien qu'il y a ici euh, des, des, figures totems, quoi. Et le travail du euh, Voyage en Orient, qui est une recomposition, parfois un peu fausse, hein. On a des textes de gens qui accompagnaient les grands auteurs et qui nous disent que ça s'est pas vraiment passé comme il le dit, mais c'est une façon pour lui de rendre compte d'une expérience et pas uniquement il s'est passé tel jour à telle heure. Euh, le XXe siècle, qui va nous intéresser aujourd'hui, est plus compliqué. Il y a bien sûr eu voyage, du coup, mais il y a mise en fiction de celui-ci. Donc on a ce qu'on appelle des romans, des mises en fiction,
et donc des personnages, et néanmoins par des stratagèmes. Les auteurs nous font comprendre que ce n'est pas de la pure invention, ce n'est pas des démarches argumentatives, comme c'était le cas du conte philosophique de Voltaire, comme c'était le cas des lettres persanes, où finalement on voulait nous parler de nous, on voulait faire de la satire, etc. Où il y a malgré tout une expérience vécue, un personnel individuel, celle de l'auteur, qu'il transpose dans son personnage et dont il va faire en partie un porte-parole, mais comme c'est pas voici mon voyage en, etc., euh, il va se permettre une récréation encore plus grande, une mise en fiction encore plus grande. Donc à nous de voir si transparaît du coup les idées individuelles, personnelles de l'auteur, comment s'organise la mise en voix entre les différents personnages et comment s'organise du coup le récit moderne euh, du récit de voyage du XXe siècle. Vous avez travaillé en autonomie sur le voyage au bout de la nuit de Céline, puisque c'est un texte français, c'est un des ouvrages les plus célèbres de la littérature française du XXe siècle, un ouvrage dense, complexe, dérangeant, comme toute œuvre. Hein. À l'heure actuelle, les débats contemporains nous montrent que nous avons du mal à comprendre qu'une œuvre est une œuvre et pas un document, et quand ça, elle est dérangeante, elle est pénible, elle nous interpelle. Elle ne peut pas s'analyser ou se trier comme une pub qui, elle, doit représenter tel élément de la société, etc. Donc le texte de Céline, vous allez voir, est très dérangeant. Du coup, mettons-le de côté pour l'instant, je vais essayer de vous faire un cours ici qui va vous permettre par vous-même ensuite de rentrer dans cette œuvre. Et pour cela, on va passer par Conrad. Ce qui me plaît dans le texte que je vais vous présenter, c'est déjà que c'est un chef-d'œuvre de la littérature anglo-saxonne, que j'aime la littérature anglo-saxonne et que j'aimerais qu'elle soit encore plus présente qu'elle ne l'est dans les programmes. Euh, et ça arrive, tous les programmes successifs au cours du XXe siècle nous ont laissé de plus en plus place à une littérature étrangère. Du moment qu'on n'en fait pas une analyse stylistique, parce qu'il n'a pas de sens, parce qu'il y a une traduction, on peut très bien analyser des motifs, des thèmes, et montrer qu'elles participent de l'histoire des idées, des formes. Donc ça c'est très bien, et on ne peut pas se passer du coup à côté de Conrad. En plus il était au programme de l'agrégation, donc c'est-à-dire que des professeurs interprétés avec il y a quelques années, des prépas scientifiques de mes étudiants il y a 3 ans. Donc c'est une œuvre qui traîne autour des programmes ces temps-ci. Donc il y a beaucoup de choses du coup dans le commerce. Je vous conseille aussi de la lire, surtout pour tous ceux qui sont futurs HLP. Parce que du coup vous allez poursuivre cette réflexion sur l'autre et vous allez l'étendre beaucoup, bien sûr en y rajoutant de la philosophie, et en l'étendant à la réflexion de l'Antiquité, hein, avec beaucoup de textes de l'Antiquité qui sont au programme de HLP, mais une des premières parties du programme porte là-dessus, hein, un prolongement de cette séquence-là de secondes, uniquement pour l'HLP, hein, sur les textes de l'Antiquité, les textes étrangers et la philosophie, et l'ensemble des sciences humaines. Donc en fait, vous allez davantage lire par exemple des textes de Lévi-Strauss, hein, c'est très bien. Donc pour tout cela, j'encourage de lire ce texte. Donc Le cœur des ténèbres de Joseph Conrad selon la traduction livre de poche. Celui-ci, donc pas très long, une traduction qui est vraiment cherche le grand public, cherche à quelqu'un qui voudrait en poche le lire. C'est 180 pages, ça se lit par exemple en un été. C'est très bien. D'ailleurs, Conrad voilà, est rentré à la prestigieuse collection de la Pléiade. Ceux qui vraiment seraient passionnés ensuite par les récits de marins, vous avez une très belle édition à la Pléiade, une très belle couverture, une très belle édition. L'introduction est vraiment excellente. Donc, pour tous ceux qui sont à HLP, c'est déjà un bon conseil. Pour tous ceux qui seraient en plus, option anglais, littérature anglaise, pourquoi pas, bien sûr l'original. Heart of Darkness, moi je l'ai étudié à votre âge au lycée américain, donc preuve que voilà, c'est vraiment dans tous les pays du monde sont d'accord pour dire que c'est une œuvre vraiment adaptée à votre niveau de réflexion. Mais là, évidemment, en anglais, donc la littérature anglaise peut être difficile si votre niveau d'anglais n'est pas suffisant.
auquel cas Folio a publié une édition bilingue, Heart of Darkness, et Au cœur des ténèbres, avec cet autre titre, Au cœur des ténèbres, donc l'absence de déterminant en anglais, Heart, fait qu'on a deux traductions différentes, Le cœur des ténèbres, Au cœur des ténèbres, celle-ci est plus dynamique, et assez intéressante, c'est le titre le plus célèbre hein, du roman, Au cœur des ténèbres. Enfin, ceux qui ont aimé à chaque fois mes parties documents iconographiques, qui aiment le cinéma, il y a des options cinéma dans la classe. Du coup, ce roman est aussi très célèbre pour avoir été l'objet d'une adaptation au cinéma de Francis Ford Coppola qui s'appelle Apocalypse Now, qui est la Palme d'Or au Festival de Cannes en 79, mais qui transpose l'histoire qui ici a lieu donc au Congo, à l'époque où c'est le Congo belge, de la colonisation européenne, au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, puisque Apocalypse Now est un film de guerre, et qui est un film de guerre qui devient, dans sa dernière heure, c'est un film très long de 3 heures, donc il y a des scènes très célèbres du conflit, qui se transforme ensuite à la fin du film en film métaphysique, réflexion sur la nature du mal, Cœur des ténèbres oblige, le mal dans la nature humaine. Donc, petite présentation, Konrad. Konrad, c'est un Polonais d'origine qui va se faire recruter par la marine anglaise. Vous savez, l'influence de la marine anglaise. Hein. Napoléon n'a gagné qu'une seule bataille en mer sur les Anglais, sinon même la redoutable armada espagnole a été vaincue par les Anglais. C'est une île, ils sont exceptionnels en bateau, et bien sûr, l'Empire britannique est ce qu'il est, il domine le monde jusqu'à la Première Guerre mondiale, et le passage ensuite à la domination américaine, et du coup, il y a aussi des bateaux marchands très importants, le canal de Suez c'est fait pour ça, le but pour le Royaume-Uni c'est de passer par Méditerranée et rejoindre ces comptoirs indiens, ces colonies indiennes, puisque c'est plus que des comptoirs pour le Royaume-Uni, par la mer Rouge et non pas faire tout le tour de l'Afrique. Hein, c'est dans ce contexte-là hein, qu'il faut se remettre désormais. Donc Konrad, c'est ce Polonais recruté par là, qui va donc apprendre l'anglais et qui va devenir un écrivain de langue anglaise. Et du coup, c'est pas l'anglais le plus difficile. Hein, c'est pas la préciosité de Jane Austen, de Virginia Woolf, ou même des Américains, Hemingway, Faulkner, etc. On est vraiment dans un travail d'une langue qui est une langue très vive et qui est une langue de marin. Volontairement, une langue puisée dans ces histoires de marins. Parce que quand on passe 2 mois en mer ensemble, on se raconte des histoires. Et des histoires aussi folles qu'il y a des sirènes, pensez à l'Antiquité, que des histoires sur le vécu de ce qu'a pu vivre le marin, c'est-à-dire s'échouer, les tempêtes, les animaux rencontrés, etc. Donc Konrad, c'est un écrivain qui n'a pratiquement écrit que sur les colonies, Lord Jim qui se passe en Inde, ou sur les bateaux comme Au cœur des ténèbres. Donc son influence dans la culture est majeure. Par exemple, un de ses très beaux romans qui s'appelle Nostromo, Nostromo est devenu le nom du vaisseau dans Alien, lié, vous voyez, simplement au fait que c'est un vaisseau, on se balade dans l'espace, etc. Et on va aller chercher, on va puiser dans cette culture anglo-saxonne et les grands récits de voyage, donc chez Conrad. Conrad avait un modèle, donc cette fois-ci on n'est plus dans les récits de voyage, on découvre une terre, une culture, mais bel et bien le récit de voyage pour le voyage. C'est le moment sur le bateau qui compte. C'est les récits de marins. Donc la grande influence pour Conrad, c'est Herman Melville. Melville, c'est un écrivain américain, très peu connu de son vivant. Ce roman n'a pas marché. Et après sa mort, on a découvert qu'il y avait des chefs-d'œuvre, dont le plus célèbre d'entre eux est Moby Dick, un roman de 1000 pages, où un capitaine, Achab, veut à tout prix se venger d'un cachalot blanc qui aurait coûté la vie de tout un équipage, et pratiquement la sienne. Donc force de l'homme contre force de la nature, folie de l'homme, démesure, passion, les éléments déchaînés, etc. Melville,
dans Moby Dick, la première phrase est absolument fabuleuse. Elle est extraordinaire parce que la première phrase de Moby Dick, c'est Call me Ismaël, appelez-moi Ismaël. C'est-à-dire que le narrateur dit peu importe comment je m'appelle, appelez-moi comme ça sera très bien. Il y a déjà l'idée que peu importe. Et on comprend que finalement, le personnage témoin de ce que va faire Achab et sa course au cachalot, c'est sans doute Melville, qui a été lui-même baleinier. C'est-à-dire, il était un marin sur des bateaux qui faisaient la chasse à la baleine. Donc, Conrad a ces modèles-là. Au cœur des ténèbres, raconte l'histoire donc d'un comptoir tout au fond de la jungle, qui normalement fait de l'ivoire et l'envoie donc au port du Congo, qui repart ensuite en Occident. Un comptoir ne répond plus. Donc le personnage Charles Marlowe va être envoyé avec d'autres pour diriger un petit bateau qui va remonter le fleuve Congo jusqu'au cœur, des ténèbres peut-être, mais en tout cas de la jungle, pour aller voir ce que Kurtz, celui qui dirige ce comptoir, est en train de faire. Et il est en train de faire sécession, il est devenu fou, complètement fou. Il s'est désigné empereur, il s'est désigné Bouddha, et il est en train avec ses hommes, de virer dans une quête mystique complètement folle. Et donc, le pauvre Marlowe va devoir gérer cette plongée dans le mal, au fin fond de la jungle. Ça, c'est l'histoire principale. Et donc, transposée, guerre du Vietnam, un soldat américain qui ne répondrait plus au commandement GI, et on enverra comme ça un groupe de soldats voir ce qui se passe. Hein. C'est Marlon Brando qui joue Kurtz dans le film de Coppola. Je vais lire maintenant quelques passages pour vous montrer comment ça fonctionne et ce que Conrad va en faire. Commençons par le premier paragraphe. Donc, le premier paragraphe, je précise que la plupart de ces textes vous seront envoyés en annexe. Hein. Voici comment commence du coup Heart of Darkness. Donc, je le prends ici dans cette édition bilingue, en lisant évidemment que la partie française. Le yawl de Plaisance Nelly évita sur son ancre, sans un battement de ses voiles, et s'immobilisa. La marée montante avait pris de la force, le vent était presque nul, et comme nous descendions le fleuve, il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre, au mouillage, le jusant. Je m'arrête là. Je vous assure que le reste du roman n'est pas aussi difficile que cela. C'est ici un jeu. C'est un jeu avec nous. Le mot yawl, par exemple, qui est le deuxième mot du texte, hein, il y a une note. Le mot évita sur son encre, il y a une note. Parce qu'en réalité, ici, qu'est-ce que nous dit Conrad? Avec tout ce vocabulaire très précis, technique, sur le monde des marins, je les connais ce vocabulaire. C'est un vocabulaire précis, technique, utilisé à bon escient, juste. Donc vous pouvez me croire, quand je vous dis ces termes-là, c'est les bons termes, donc je les ai connus, donc je suis bien marin, qui sait de quoi il va parler. C'est une façon de donner une clé, d'ouvrir notre imaginaire à nous, à des marins, mais pas Ulysse sur son bateau. C'est des vrais marins qui vont faire des choses techniques avec le vocabulaire précis qui renvoie à donc une technique qui est maintenant sophistiquée. On est en fin 19e siècle sur comment on traite un vaisseau. Donc une fois ça fait, on peut lire la suite, il y a plus quand même autant de termes aussi précis de navigation. Hein. Mais vous voyez ce premier paragraphe assez intéressant qui montre bien cette volonté d'ancrer quand même le récit dans une réalité à laquelle on peut adhérer en tant que lecteur. Là on ne sait pas encore qui parle. Qui est le narrateur? Donc ensuite, pendant les pages qui suivent, on sait que on attend le reflux pour partir. En fait, on est à Londres, on est sur la Tamise, et on attend qu'il y ait le reflux pour partir, puisque on va repartir d'Angleterre depuis ce port. Et comme on est obligé d'attendre, et qu'on est 4 marins, l'un des 4 marins va commencer à raconter son histoire. Ce sera Charles Marlowe, ce sera le narrateur de l'histoire dont je vous ai parlé. Mais ça montre qu'il y a ici un travail de 2 voix. Il y a une voix anonyme sur un bateau à Londres et un bateau qui ne bouge pas. Donc ici, il y a un vrai travail paradoxal d'un récit de voyage sans voyage, puisque tout se passe sur un bateau qui mouille, qui attend
bêtement de repartir. Donc un non-récit, quelque part un vrai contre-récit, si on veut aller jusque-là, puisque le récit de voyage, entre guillemets, n'aura pas lieu, et une voix qui n'a pas de nom. Vite fait pour nous de dire Joseph Conrad. Vite fait pour nous de dire ce narrateur sans nom, c'est Conrad lui-même. Mais du coup, puisque ce que Conrad va raconter qu'il a vécu, c'est ce que Marlowe va raconter, c'est faux aussi, ça marche pas. Ça marche pas, parce que ce que Conrad va avoir vécu et ce qu'on sait qu'il va transposer dans ce roman, c'est ce que Marlowe va raconter, pas le narrateur, du coup, le nôtre, qu'on avait envie d'appeler Conrad. Donc ici, comme s'il s'était disséminé, glissé dans plusieurs de ces personnages, au moins 2 des 4 personnes qui sont sur la Nelly, ce bateau qui attend bêtement dans la Tamise. Donc il est à la fois le narrateur, à la fois l'auditeur du récit, ce qui nous permet de dire que Conrad est à la fois celui qui nous raconte, et en même temps celui qui écoute le récit qu'il est en train de faire, comme s'il était devenu celui qui s'écoutait en train de parler, et donc comprenait ce qu'il avait vécu par le fait de le raconter. C'est pas j'ai vécu quelque chose, j'ai compris, donc je le raconte. C'est parce que je vous le raconte, je vais enfin comprendre quel sens donnait à cette histoire. Avant, c'était du vécu pour moi. Comme n'importe quel autre homme, je ne sais pas ce que j'ai vécu, je ne peux pas lui donner un sens. C'est complexe, c'est mystérieux, c'est ambigu parce qu'il y a le bien, il y a le mal, et il y a plein de choses, je suis tiraillé. Le fait de vous le raconter, le fait de lui donner un sens, début, milieu, fin, c'est aussi lui donner un sens dans le sens de, non pas de direction, mais de portée, d'intelligibilité. Je vais enfin comprendre ce que moi-même j'ai vécu par le fait de vous raconter. Et c'est ça la force du récit du XXe siècle et du récit de la modernité, c'est d'interroger aussi le fait même de raconter. Voici le début de la mise en voie, maintenant, 10 pages plus loin, par Marlowe. Donc un de ces marins, pas le narrateur, décide de raconter son histoire où il est allé au Congo. Voici comment ça commence. Les histoires de marins ont une simplicité directe, dont tout le sens tient dans la coque d'une noix ouverte. Mais Marlowe n'était pas typique, si l'on accepte sa propension à dévider des histoires. Et pour lui, le sens d'un épisode n'était pas à l'intérieur comme les cerneaux, mais à l'extérieur, enveloppant seulement le récit qu'il amenait au jour, comme un éclat voilé fait ressortir une brume, à la semblance de l'un de ces halos vaporeux que rend parfois visible l'illumination spectrale du clair de lune. Sa remarque ne parut pas du tout surprenante, c'était bien du Marlowe. Elle fut acceptée en silence. Nul ne prit la peine d'émettre ne serait-ce qu'un grognement. Et bientôt, il dit, d'une voix très lente, et on part pour le roman pendant 250 pages. Donc, soit on croit effectivement qu'en plus ce marin est capable de raconter cette histoire. Alors, c'est très amusant de la part de Conrad. De temps en temps, les autres vont l'interrompre en disant c'est trop grossier, là, c'est sûr que ça s'est passé comme ça. C'est une façon évidemment de montrer l'auteur en train de se chercher. Mais ici, c'est très beau, cette image de la noix. Finalement, l'histoire de marin, tout est dans la noix, dans la chair de ce que je vais manger. Alors que chez Marlowe, c'est la coque autour. C'est le fait de raconter qui va être important, pas à se mettre sous la dent. Donc ça, ce début de mise en voie, cette espèce de grommelant, voilà, qui a du mal, qui se cherche finalement. Donc, maintenant, 2 extraits plus importants. La première arrivée en Afrique. Donc Marlowe explique qu'il est recruté pour faire l'enquête sur pourquoi Kurtz et son comptoir d'ivoire ne répond pas au plein milieu de la jungle. Donc pour ça, il arrive d'abord en bateau en Afrique, découvre l'Afrique, puis ensuite va remonter le fleuve Congo jusqu'au milieu de la jungle. Donc voici sa première arrivée en Afrique. Un léger tintement de métal derrière moi me fit tourner la tête. Sinoir avançait à la file, montant péniblement le sentier. Il marchait lentement, très droit, gardant en équilibre sur la tête de petits couffins emplis de terre, et le tintement rythmait leurs pas. Un chiffon noir leur ceignait les reins, et ses pans noués derrière se balançaient comme des queues de chiens. Je voyais chacune de leurs côtes, les articulations de leurs membres saillaient comme les nœuds d'un cordage. Chacun avait au cou un collier de fer, et ils étaient tous reliés par une chaîne dont les ballons oscillaient entre eux et cliquetaient en mesure. L'imagination la plus dévergondée ne pouvait appeler ennemis ces hommes-ci. On les appelait criminels, et la loi outragée s'abattait sur eux comme les obus qui explosaient, un mystère insoluble venu de la mer. Leurs maigres poitrines haletaient tous ensemble, les narines violemment dilatées frémissaient, leurs yeux restaient fixés devant eux sur la pente. Ils passèrent à 6 pouces de moi sans un regard, avec cette totale indifférence semblable à la mort, qui est celle des sauvages quand ils sont malheureux.
Derrière cette matière première, l'un des ex-barbares, produit des forces nouvelles à l'œuvre, marchait d'un pas morne, portant son fusil par le milieu. Il avait une vareuse d'uniforme, à laquelle manquait un bouton, et voyait un blanc sur le chemin, il hissa son arme sur l'épaule avec empressement. Simple prudence, les blancs se ressemblant tellement vus de loin qu'il ne pouvait pas discerner qui j'étais au juste. Il fut promptement rassuré, et d'un large sourire éclatant et canaille, et avec un coup d'œil à ceux dont il avait la garde, il parut m'associer à son exaltante mission. Moi aussi, après tout, j'étais au service de la noble cause de ces mesures de haute justice. Au lieu de continuer à monter, je tournai et descendis vers la gauche. Mon idée était de laisser cette équipe d'enchaîner et disparaître avant de gravir la colline. Vous savez que je ne suis pas particulièrement tendre. Il m'a fallu donner des coups et en esquiver. Il m'a fallu me défendre et attaquer parfois. Ce n'est qu'une façon de se défendre, sans trop calculer les risques, selon les exigences du mode de vie dans lequel j'étais sottement allé me fourrer. Au cours de ma vie, j'ai vu le démon de la violence, et le démon de l'avidité, et le démon du désir brûlant, mais par tous les dieux du ciel. C'étaient des démons pleins de force et d'énergie, avec de feu, qui dominaient et menaient des hommes, vous dis-je. Mais là, sur ce flanc de colline, j'eus la prémonition que, sous le soleil aveuglant de cette contrée, je ferais la connaissance du démon avachi, hypocrite, au regard fuyant, d'une sottise rapace et sans pitié. À quel point il pouvait aussi être perfide, je ne devais le découvrir que plusieurs mois après 1000 et 1000 plus loin. Pendant un moment, je restai épouvanté, comme sous le coup d'un avertissement. En fin de compte, je descendis la colline, en coupant vers les arbres que j'avais vus. Je contournais une énorme excavation que l'on avait creusée à flanc de couteau, dans un dessin qu'il me parut impossible de deviner. Ce n'est pas une carrière, en tout cas, ni une sablière. C'était simplement un trou. Il n'est pas exclu qu'il y eût un rapport avec le désir philanthropique de donner quelque chose à faire aux criminels. Je n'en sais rien. Puis je manquai choir dans un ravin très étroit, à peine plus qu'une saignée dans la pente de la colline. Je m'aperçus qu'on y avait jeté en vrac une quantité de tuyaux d'évacuation des eaux usées, importés tout exprès pour l'établissement. Il n'y en avait pas un qui ne fût brisé. C'était un jeu de massacre délibéré. J'arrivai enfin sous les arbres. Mon intention était d'y venir chercher de l'ombre un moment. Mais, à peine y fus-je entré, qu'il me sembla que j'avais porté mes pas dans le cercle ténébreux de quelque inferno. Les rapides étaient proches, et le fracas ininterrompu uniforme des eaux précipitées remplissait la lugubre immobilité du bosquet, où on n'entendait pas un souffle, pas le frémissement d'une feuille, d'un son mystérieux, comme si la vitesse folle de la Terre sur son orbite était soudain devenue immobile. Des formes noires étaient recroquevillées, couchées ou assises entre les arbres, appuyées à leur tronc, s'agrippant à la terre, à demi soulignées, à demi estompées dans la lumière indécise, selon toutes les attitudes de la souffrance, de l'abnégation et du désespoir. Donc un texte évident à mettre dans toutes les mains sur la colonisation. Hein. Ici on voit l'atrocité de l'esclavage qui a encore cours, malgré l'abolition en Occident, dans les colonies, au nom des matières premières, au nom de l'enrichissement de l'Occident. Donc ici, le vocabulaire dépréciatif qui fait de cette terre brûlée un véritable enfer, la référence, dire qu'il est semblé, puisqu'il est en train en fait de circuler, de monter, de descendre, il n'arrête pas de passer d'une colline à une autre, il y a cette idée finalement de chute, à la fin il voit un trou sans fond, il n'arrive pas à nommer autrement que comme un trou, comme si c'était effectivement l'image de la descente aux enfers, que cette colonie, évidemment, qui se prolongera en descendant le fleuve dans le cœur des ténèbres. Donc ici, l'atrocité, évidemment, l'asservissement, la réification des Noirs en objets. Hein, on nous parle donc les images de l'esclavage avec les chaînes, on nous parle aussi d'un rattachement aux chiens, aux squelettes, des êtres qui n'ont plus de regard, qui n'ont plus d'âme, non pas parce qu'ils n'en ont pas, à l'inverse de ce qu'il disait la controverse de Valladolid, mais bien parce qu'ils ont été réduits à une matière première eux-mêmes par le colon, par l'Europe. Donc là où Marlowe était un marin qui voulait voir du monde, qui voulait voyager, qui voulait avoir des aventures, nous disait-il au début, et c'est pour ça qu'il s'est engagé dans celle-ci, découvre en réalité les atrocités qui sont faites au nom de la civilisation. Donc finalement, l'hypocrisie de l'Occident, qui derrière civilisation cherche matière première, l'ivoire qui est si blanche, là au contraire on a des amas noirs qui ne sont plus distinguables comme des hommes, cette opposition entre le noir et le blanc, avec ici un renversement des valeurs manichéennes traditionnelles, le blanc de l'ivoire étant celui du mal, celui pour lequel nous avons réduit des hommes à ne plus être des hommes. Dernier élément sur ce texte, plus terrible encore, c'est qu'il y a des noirs complices.
Dans le premier paragraphe, il nous explique que donc il y a ces noirs en chaîne qui rampent pratiquement comme des chiens, qui n'ont plus rien qu'un chiffon pour se tenir, etc. Celui qui tient un fusil qui les domine et qui est dans une situation intermédiaire. Donc ce sont les complices de la colonisation qui semblent donner raison finalement aux Blancs. Regardez comment ils se traitent entre eux. Pour quelques sous, il a été prêt à les vendre, il a été prêt à les exploiter comme nous on fait. Donc c'est bien la preuve que ce sont des sous-hommes, et c'est bien la preuve qu'on peut les exploiter, puisque eux-mêmes le font entre eux, et avec l'aveuglement de tout le système d'exploitation. Quand on n'a rien, on prend parfois. Faire entorse à sa morale au nom de la survie n'est pas la preuve de quoi que ce soit. Mais ici, c'est l'image finalement la plus terrible encore de la colonisation. C'est pas nous avons réduit les Noirs en esclavage, c'est nous avons même réussi à en élever certains au rang de nos complices pour avoir un peu plus que les autres. Il est prêt à maintenir ses concitoyens, même si à l'époque il n'y a pas encore d'État-nation, au rang, donc les autres indigènes, les autres autochtones, au rang d'esclaves. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort dans ce texte et qu'il faut retenir pour le texte aussi. Dernier texte à vous lire, que je voulais vous lire, le départ pour le cœur de la jungle. En réalité, le bateau était resté longtemps bloqué. Le bateau qu'on lui avait promis pour partir dans la jungle était longtemps resté bloqué parce qu'il n'avait pas le matériel. Et donc, il va un peu vivre un peu sur ce comptoir, voir comment les Blancs y vivent, etc. avant de repartir. Donc, c'est vraiment, on va dire, le tiers du roman, c'est vraiment jusqu'à qu'on reparte. Puis, il y a un tiers, c'est le voyage sur le fleuve, et le dernier tiers chez Kurtz. Donc je voulais vous lire le moment même du départ, voir comment Marlowe en parlait. Donc, quelques jours plus tard, l'expédition d'Eldorado pénétra les patientes contrées sauvages qui se refermèrent sur elle comme la mer se referme sur un plongeur. On a appelé l'expédition Eldorado. Vous voyez le lien qu'on fera avec, évidemment avec l'Amérique où on allait chercher les matières premières, en l'occurrence l'or, El Dorado, hein, le doré. En espagnol, où on pensait qu'il y avait une contrée toute faite d'or, de pierreries, et qu'on a cherché désespérément en Amérique latine et qu'il n'y a pas ces mythes, encore une fois, de l'Europe et de l'Occident sur ces territoires. D'appeler l'expédition qui va au cœur de la jungle avec l'ivoire El Dorado, vous imaginez bien tout ce qu'il y a d'ironie ici. Longtemps après vint la nouvelle que tous les ânes étaient morts. Je ne sais rien du destin des animaux de moindre valeur. Eux aussi, à coup sûr, comme nous tous, trouvèrent ce qu'ils méritaient. Je ne cherchais pas à savoir. J'étais alors passablement échauffé par la perspective de rencontrer Kurtz. Très bientôt. Quand je dis très bientôt, il faut l'entendre relativement. Il s'écoula exactement 2 mois entre le jour où nous quittâmes le Marigot et celui où nous touchâmes la rive au-dessous du poste de Kurtz. La remontée de ce fleuve, c'était comme une remontée au premier commencement du monde, au temps où la végétation se déchaînait sur la terre, où les grands arbres étaient rois, un fleuve vide, un vaste silence, une forêt impénétrable. L'air était chaud, épais, lourd, léthargique. Il n'y avait nulle joie dans l'éclat du soleil. Les longues lignes droites de la voie d'eau couraient, désertes, se perdent dans l'obscurité des lointains ombreux. Sur des blancs de sable argenté, hippopotames et crocodiles côte à côte prenaient le soleil. Les eaux s'élargirent, coulant au milieu d'une foule d'îles boisées, où se perdait sur ce fleuve comme on le fait dans un désert, et l'on donnait de la proue dans les hauts fonds du matin au soir, en essayant de trouver le chenal jusqu'à se croire enfin ensorcelé, et coupé à jamais de tout ce qu'on avait connu jadis, quelque part, très loin, dans une autre existence peut-être. Il y avait des moments où le passé vous revenait, comme il arrive parfois quand on n'a pas un moment de libre pour soi-même, mais il revenait sous la forme d'un rêve agité et bruyant, que l'on se rappelait, avec l'incrédulité parmi les écrasantes réalités de ce monde étrange de plantes, d'eau et de silence. Et cette vie immobile ne ressemblait en rien à une paix, c'était l'immobilité d'une force implacable, ruminant une intention impénétrable. Elle vous regardait avec une expression vengeresse. Donc, ici, le plaisir de raconter par les sens, la chaleur, la moiteur, le silence, le bruit de la jungle, ces images que finalement on a grâce au cinéma désormais, qu'on n'avait pas à l'époque de Conrad, de ce que peut être une jungle, s'enfoncer dans la jungle, et qui devient de manière métaphorique un retour au début du monde. Le texte dit au premier commencement du monde, voilà, hein, retourner dans le passé, finalement voir par ce terrain encore
non exploré, ce que pourraient être les premiers moments du monde, les territoires encore vierges, et se demander effectivement où se niche ici le mal, puisque crocodile et hippopotame se côtoient sans s'agresser. Avec du coup, on comprend l'image d'une nature humaine à l'inverse de ce qu'a dit Rousseau, fondamentalement mauvaise. Donc voilà un peu une présentation de Heart of Darkness, de comment ça fonctionne, d'un point de vue romanesque et narratif. Alors, retenez bien cette idée-là des deux voix, du narrateur, du récit enchâssé de Marlowe, et que Conrad se dissémine entre les deux. Retenez aussi la critique de la colonisation, le discours hypocrite de civilisation dans les colonies, qui en réalité le dépouillement des matières premières et le prolongement de l'esclavage, loin des yeux des Occidentaux restés en métropole, et au-delà de ça, une réflexion sur la nature humaine. Au fond, cette histoire-là n'a pratiquement pas de sens, c'est tellement absurde l'horreur dont Marlowe sera témoin, que l'image qu'il faut retenir, c'est celle du trou. Le trou sans fond. Un trou, c'est l'absence totale de sens. Une métaphysique particulière, donc, cette idée que la seule chose dont on peut être sûr, c'est d'être sûr qu'il n'y aura pas de sens à trouver à l'histoire. Vous voyez la leçon paradoxale, si ce n'est que si on cherche, le trou noir sera donc l'absence de lumière, darkness, hein, qui par définition l'absence de lumière, et n'est pas quelque chose qui se définit positivement, mais uniquement par absence de, comme le mal est peut-être tout simplement l'absence de bien. Or, dans une société qui n'est pas immorale, il y a le mal, mais une société qui est amorale, qui est détachée de toute morale, parce qu'on est dans un terrain sauvage, où l'homme n'a pas eu d'emprise, eh bien en réalité, si la société est amorale, alors le mal est possible. C'est l'absence de bien, le mal. Et donc, on voit ici une réponse à cette idée de quelle est la nature humaine, le bien et le mal sont-ils intrinsèques, sont-ils dans notre nature ou pas, que se dessine à travers le texte de Conrad. Il n'y a pas un état de nature bon, il y a un état de nature sans morale. Et sans morale, ça peut tomber des deux côtés. On peut être Marlowe ou Kurtz. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, ça empêchera des grosses activités, des textes et plein de questions. Ça vous donne un exemple de comment on aurait pu, comment a été traitée cette thématique de cette séquence au XXe siècle par un des grands romanciers de l'histoire littéraire. Maintenant, à vous, sur le texte de Céline.